Bienvenue sur Hiro MRTLM, vidéo du jour, la finance personnelle. Le but de cette chaîne est que les personnes arrêtent d'avoir des idées erronées sur tout ce qui est finance, le fait que ça soit trop dur, trop compliqué. Si vous êtes débutant ou vous ne sachez pas trop comment faire, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons déjà vu quelques notions de base sur la bourse via les vidéos précédentes. À quoi cela sert-il si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour investir? C'est pour ça que nous allons couvrir les bases essentielles pour que vous puissiez bien gérer votre argent, épargner efficacement et poser les bases d'une vie financière stable. Donc ça paraît facile de prime abord, en fait non. Pourquoi la finance personnelle est si importante? La finance personnelle est cruciale pour avoir une bonne maîtrise de sa vie financière. Il s'agit de savoir comment gérer vos revenus, vos dépenses, vos dettes et vos investissements. Et ceci pour assurer une sérénité financière à long terme. C'est pour arrêter de vivre dans une situation précaire. Sans un plan clair, il est facile de se retrouver pris dans un cycle de dettes et de manquer d'opportunités d'investissement. Je me citerai en exemple assez régulièrement parce que je peux parler de ce que je fais sans aucun problème. J'arrive à avoir des succès, j'ai aussi des échecs. Il m'arrive de ne pas avoir d'argent pour justement avoir d'opportunités d'investissement. Même si j'ai un crédit par exemple, je n'ai pas de dette en soi. Je m'arrange pour ne pas avoir de dette. Ça, j'ai établi un budget. Donc ça, c'est la première étape, établir un budget. Comment faire pour savoir établir un budget? Première sous-étape, combien est-ce qu'on gagne? Ça peut paraître anodin pour la plupart. Vous avez un salaire. Sauf si vous êtes indépendant, chef d'entreprise, ou fonctionnaire, ou militaire ou autre. Mais dans la majorité des cas, vous êtes salarié et n'avez qu'un seul emploi. Mais pour ceux qui ont plusieurs emplois ou qui font des petites choses à côté, vos rentrées d'argent ne sont pas que le salaire. Plusieurs méthodes existent. Ça dépend à chaque fois de vos revenus, de votre patrimoine et de vos objectifs. La méthode la plus populaire est la règle des 50-30-20. C'est-à-dire 50% de vos revenus sont pour les besoins vitaux. Loyer, facture, nourriture. 30% pour les loisirs et 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Si vous arrivez à rentrer dans ce cadre-là, ça sera facile. Dans mon cas, j'essaye de vivre simplement, mais pas forcément une maison qui fait 100 mètres carrés ou des trucs. Non, je vis, vu que je suis tout seul, je vis dans un petit volume qui me suffit. Je sors quand j'en ai besoin, sans sortir tous les jours, sans aller au restaurant les semaines ou quoi que ce soit. Je mange plutôt sobrement. Pourquoi ? Ça me permet quand même de bien me nourrir et de manger correctement, de manger de façon qualitative, sans forcément non plus dépenser tout dedans. J'ai tendance plutôt à faire 50, 20, 30. Dès que je peux. J'étais au chômage, j'ai repris un travail, donc j'avais un matelas de sécurité. C'est pour ça que pour le moment, mon épargne fait pour remonter mon matelas de sécurité. Nous allons calculer les sommes moyennes pour un couple sans enfants, chacun au SMIC. Pour un couple lambda. Le SMIC horaire, montant brut 11,65 €, montant net, donc une fois les déductions fiscales faites, 9,23 €. SMIC mensuel 1766,92 €, montant net 1398,70 €. Donc pour un couple, c'est le double. Ce qui nous donne montant brut 3533,84 €. Et en net, donc de quoi vivre une fois les taxes passées, 2797,40 €. J'ai trouvé ces chiffres sur le site du service public associé à ça, si vous voulez vérifier, parce que ça peut bouger. Voilà. Au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le montant donné par le site officiel du service public. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne besoins essentiels, 1398,70 €. Loyer, mutuelle, facture, nourriture. Tout n'est pas donné, ce sont des exemples. Donc dedans, loyer pour un couple, on peut partir sur du 800 €. Il reste 595. La nourriture, bon bah déjà on peut partir sur du 450 € par mois. Ça me semble pas mal. Puis avec les 800, on est à 1250, il reste 150 pour quelques factures. L'eau et l'électricité, on y est.
Dans ce cas-là, loisir, ça nous fait quand même une belle somme, 839. Donc c'est là, restaurant, cinéma, vêtements, les abonnements comme Netflix. Ça, ce n'est pas un besoin essentiel. Pour beaucoup, c'est obligatoire. Non, ça c'est clairement du loisir. Tout ce qui n'est pas facture d'eau et d'électricité, tout le reste, même le smartphone, c'est devenu important dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas essentiel. On peut vivre sans smartphone. Certains l'ont peut-être oublié. Tout ça, ça appartient dans les loisirs. Pour les couples qui auraient des dettes, épargne ou remboursement. Ça serait le montant maximum. Créer un fonds d'urgence. On va partir sur le cas le plus pessimiste. Au début, c'est pas de l'épargne, c'est du remboursement. Le but, c'est de rembourser le plus vite possible. S'il y a des sommes minimales, c'est au fur et à mesure des mois, de garder cette épargne pour le remboursement. Et dès que la somme minimale est atteinte, on rembourse. Pour ne plus avoir de dette. Et justement, on a déjà fait l'étape mentalement la plus difficile, qui est d'épargner. Cette routine sera déjà installée. Deux techniques se font. Il y en a qui commencent par les items les moins longs et les moins coûteux. Il y en a qui préfèrent aller dans le dur et aller sur les plus longs et les plus coûteux. En général, les plus longs et les plus coûteux, ils sont remboursés en plus sur du long terme. C'est ce qui rapporte le plus. Par contre, mentalement, c'est pas la même chose. La charge mentale compte. Le plus simple pour la majorité des gens, c'est de commencer par les petites sommes. C'est ces petites sommes qui, au cumul, vont permettre de s'en sortir de mieux en mieux. Et on voit plus vite les résultats. Ce qui nous permet de continuer à faire cette charge, cet effort financier et mental. Parce que c'est facile de dire, ce sont des maths. Oui, non, mais on parle d'argent. Et l'argent, c'est stressant, surtout quand on en a peu. Une fois que vous avez réussi à ne plus avoir de dette, enfin, la deuxième étape, du coup, ce ne sera pas forcément d'investir, mais d'avoir un fonds d'urgence. Donc, c'est vraiment ça la deuxième étape. À quoi sert le fonds d'urgence? À couvrir les dépenses imprévues. Vous avez un logement, que ce soit en tant que propriétaire ou que locataire, il y a le frigo qui tombe en panne, la machine à laver, il y a la voiture. Pour beaucoup, on utilise le véhicule pour aller au travail. Les frais médicaux, on peut tomber malade. On peut perdre un emploi aussi. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai quitté mon emploi parce que j'en pouvais plus. Alors j'aurais pu rester et continuer à être malheureux. Là, ça commençait à impacter ma santé personnelle. J'ai quitté. J'avais mis une belle somme de côté. Et même en vivant de façon beaucoup plus sobre, avec le chômage, je suis désolé de le dire, mais c'est pas le chômage qui allait me faire vivre. Hein. Ce que j'ai touché au chômage, j'ai déjà touché quelque chose, c'est très bien. Mais c'était pas assez pour vivre. Mon fonds de sécurité, mon fonds d'urgence, a été divisé par 2 le temps de trouver un nouvel emploi. Vraiment, il faut un fonds de sécurité. Le consensus général est d'avoir entre 3 et 6 mois minimum. Dans les cas actuels, beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ils touchent 1500, mais ils vont jouer sur les découverts et ils dépensent 1600 ou 1700 par exemple. Dans ce cas-là, ce que je dois mettre de côté, c'est pas 3 mois de salaire. En réalité, 3 mois c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais 6 mois, c'est, je trouve, le vrai minimum. S'il y a n'importe quoi de grave qui arrive, vous êtes content d'avoir un petit surplus. Il m'a fallu, c'est justement 6 mois pour retrouver un travail et mon capital a fondu pendant ce temps-là. Si vous avez réussi à passer dans la partie je n'ai plus de dette et je mets 20% de côté, vous avez fait le plus dur. Vous avez réussi à travers le temps et mentalement à tenir et à passer de l'autre côté de la barrière. Là, vous allez réussir à créer vraiment quelque chose. Ce sera vos investissements et votre épargne. Il faut comprendre la différence entre épargne et investissement. Le fonds d'urgence, ça va être de l'épargne, c'est pas de l'investissement. Par contre, ce fonds d'épargne, ce fonds d'urgence en épargne sur un compte, rien ne vous empêche de le mettre sur, en fonction de vos revenus, un LEP ou un livret A ou je ne sais quoi, mais surtout ne pas le laisser sur votre compte courant. Votre compte courant vous rapporte 0. En fait, il est même en négatif vu que tous les ans, vous devez payer votre carte de crédit, les frais associés. Donc l'argent que vous laissez dessus
à cause de ça, réduit. Ce fonds de sécurité, vous ne le laissez pas sur votre compte courant, vous le laissez sur un autre compte annexe qui vous rapporte plus. Ne serait-ce que le livret A à environ 3% à l'heure actuelle, et ben votre argent, le temps qu'il ça monte, il y a 3%. Et ces petites sommes, et ben ça va aussi aider à avoir ce fonds. Une fois que vous avez atteint votre objectif, donc ces 3-6 mois de dépenses courantes de côté, vous allez pouvoir investir. Donc, quelle est la différence entre épargne et investissement? L'épargne, c'est l'argent que vous mettez de côté en toute sécurité pour des objectifs à court terme. Vous voulez partir en voyage pour les vacances? Vous mettez de côté, ça c'est de l'épargne. Pour le contrôle technique de la voiture, pour acheter une nouvelle voiture, ça c'est de l'épargne. C'est une vision plus long terme. On part dans l'immobilier, on part en bourse. Attention, il y a toujours ce que j'appelle le RR, le risque-rendement. Si vous allez gagner, c'est qu'il y a un risque. L'investissement comporte des risques, et c'est ces risques qui permettent de générer des rendements supérieurs à l'épargne traditionnelle en banque. L'épargne traditionnelle qui n'est pas faite pour vous rendre riche. Les banques se nourrissent de frais avec l'argent que vous mettez dessus. Pour ceux qui regardent, j'ai déjà jusqu'ici, très bien, félicitations. Mais, il est gentil lui. Comment je fais? Moi je suis à flux tendu. Je vais vous donner quelques astuces pour maximiser vos économies. Vous avez plusieurs techniques. Déjà, automatisez vos économies. Faites des virements automatiques vers les comptes d'épargne. Ce qu'on appelle se payer en premier. Le jour où vous êtes payé, on va dire le premier, et ben le 5, virement automatique vers vos comptes d'épargne. Réduisez les dépenses inutiles. Vous avez l'abonnement de foot sur Canal+, vous avez un deuxième abonnement de foot parce que en fonction des années, il y a la Champions League ou quoi que ce soit qui a changé. Vous avez un abonnement qui sert à rien et qui vous prend 15 € par mois. Et ben, vous lui n'hésitez pas à regarder les tarifs. Voilà. Est-ce que vous êtes chez EDF? Est-ce que vous êtes chez Total ou chez un autre? Voilà. Vous chassez les abonnements inutiles et essayez d'avoir des réductions. Alors c'est plus compliqué, surtout avec la mentalité actuelle qui est une mentalité d'achat compulsif, mais où on vous dit il faut acheter, vous avez besoin d'acheter et c'est facile. Voilà, vous pouvez acheter à crédit, comme vous voulez. Non. Lorsque vous n'achetez pas quelque chose pour les besoins vitaux, donc les 50%, est-ce que c'est un achat impulsif? Si vous arrivez devant quelque chose, un vêtement, ah putain il est beau, je le veux. Bon, dans l'armoire, est-ce que mon armoire est déjà pleine? Est-ce que tous les vêtements que j'ai mis dans l'armoire, je les utilise? Est-ce qu'il y en a, je les ai achetés et mis ne serait-ce qu'une seule fois? Et si vous avez répondu au moins une fois oui, c'est que vous n'avez pas besoin du vêtement en fait. Virement automatique. La chasse aux abonnements, pas d'achat impulsif. Et négocier ou renégocier vos assurances pour tout. Pour internet, pour le téléphone. Tout est négocié. Et c'est ces petits montants. Et des fois, ça ne sera pas des montants si petits que ça. Par exemple, si vous avez 5-6 assurances différentes dans des assurances différentes, peut-être le fait de les regrouper en une seule vous permettra d'économiser 10, 20, 30 € de frais par mois à l'issue. Les habitudes de dépenses intelligentes. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, mais c'est important. Faire la différence entre les besoins et les envies. Les dépenses essentielles, ce sont des besoins, et les envies, ce sont des dépenses discrétionnaires. Il est normal de se faire plaisir de temps en temps, et même, il faut le faire, sinon mentalement, on ne sera pas bien. Par contre, c'est de temps en temps. Il faut donner la priorité aux besoins plutôt qu'aux envies. Et ça va vous aider à économiser de l'argent et à éviter des dettes inutiles. Moins de dettes, un peu plus de revenus, plus de dettes, un peu plus de revenus, cercle vertueux. Si vous êtes déjà dans le cycle des dettes, ça va être compliqué, ça va pas se faire en 15 jours. Par contre, sur cette chaîne, c'est le temps long qu'on veut, pour s'en sortir. Pour après, être bien. Le but, c'est petit à petit, ça va s'arranger. Il va y avoir des problèmes, c'est pour ça que vous allez réussir à faire un fonds d'urgence pour réduire les dépenses.
Ça ne veut pas dire se sacrifier les plaisirs ou la qualité de la vie. Il faut plus chercher un moyen de réduire les coûts sans compromettre les choses qui comptent pour vous. Et éviter les achats impulsifs. Cela peut grandement nuire à votre budget. Lorsque vous avez un doute, si vous vous dites est-ce que ça c'est un achat impulsif, ou même, non, vous le savez quand c'est un achat impulsif, prenez un moment pour réfléchir et demandez-vous s'il correspond à vos priorités financières du moment. On va dire la théorie des 3 jours. Vous voyez quelque chose, vous dites ça il me le faut, ça il me le faut. Et bien maintenant, vous faites la même chose. Ça j'aimerais peut-être l'avoir. Si dans 3 jours, je sais que j'en ai encore besoin, je l'achète. Pendant 3 jours, vous avez 72 heures pour vous dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui ou non? Oui parce que ça, non parce que ça. Si au bout de 3 jours, c'est toujours oui, ben c'est que c'est pas forcément si impulsif que ça. C'est que ça devient un besoin. Donc là, vous pouvez. Mais si la réponse, au bout de 3 jours, c'est en fait non, c'est joli, mais en fait ça me servira pas. Au final, tous les mois, le nombre d'achats impulsifs qui sont faits, bon c'est là où vous allez faire des économies. En conclusion, pour avoir des bonnes bases de finances personnelles, ces conseils sont faits pour vous aider à gérer votre argent et à commencer à investir dans l'avenir. Vous allez gérer votre argent, faire un budget, pouvoir mettre un capital de côté, donc faire de l'épargne. Et une fois que cette épargne est suffisante, vous allez pouvoir investir. Et progresser. Progresser après au niveau financier. Vous passez de l'épargne à l'investissement. Ce qui vous permet d'aller voir mes vidéos juste avant sur comment lire les graphiques et ainsi de suite. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, partager avec vos amis, mettre un commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine étape sur votre parcours financier. Au revoir.